L'homme est un animal social avec des règles de vie en société très complexes. Et puis il y a les Japonais. Certains passages de cette vidéo, je vous préviens tout de suite, vont être un petit peu rébarbatifs parce qu'il y a 2 ou 3 points qu'il faut aborder vraiment avec sérieux, mais ne partez pas, attendez. Pour contrebalancer ça, je vous propose de ponctuer mon monologue d'histoires de proutes qui sont vraies et qui montrent que les Japonais ne fonctionnent pas exactement comme tout le monde. Le Japon est un pays fier. Tellement fier qu'à l'époque Edo, un simple P au mauvais moment pouvait ruiner ta réputation. Et c'est ce qui est arrivé à cette famille qui est venue présenter sa fille en vue d'organiser un mariage avec un samouraï. Pendant la rencontre, la future mariée a lâché une caisse et prise de honte, elle s'est enfuie et s'est suicidée. Bonjour. L'un des fondements de la culture japonaise, c'est la conscience de la vie en groupe. D'entrée de jeu, on comprend qu'il y a du bon et du mauvais. On vit dans un pays où les gens qui t'entourent font preuve de respect et d'attention. C'est agréable et rassurant. Mais toi-même, tu dois toujours faire attention aux autres et à comment tes actions sont interprétées. Et ça, c'est stressant. Laissez-moi juste 2 minutes pour parler de ça sérieusement parce que si on n'a pas ces bases, on comprend rien au fonctionnement de la société japonaise. Déjà un exemple très concret de quelque chose de positif. Les espaces publics, les rues, les transports en commun sont très propres. Les Japonais font vraiment attention à pas salir, à pas déranger. À la télé, vous avez sûrement vu les supporters qui à la fin des matchs nettoient les stades de foot. Eh ben c'est comme ça tout le temps. Si vous allez voir un film au cinéma, à la fin de la séance, la salle elle sera aussi propre qu'au début. C'est évidemment très agréable pour tout le monde, pour les autres comme pour soi-même, comme pour les gens qui travaillent, et ça demande pas d'effort particulier. C'est juste mettre un papier à la poubelle. Pour ceux qui ne savent pas utiliser une poubelle au Japon, c'est très simple. Comme on le voit sur cette photo, il suffit simplement de penser à bien séparer les canettes des bouteilles en verre et des bouteilles en plastique. Attention aussi à ne pas jeter les bouteilles en plastique dans les poubelles plastiques, mais dans les poubelles avec le label PET Bottle. L'étiquette de la bouteille en revanche va dans la poubelle plastique, alors que le bouchon se place dans la poubelle à bouchon si disponible. Enfin, il suffit simplement de séparer les détritus qui peuvent se brûler, le plastique et le reste, et le tour est joué. À part pour le papier et le carton qui sont triés et collectés à part une fois par semaine, bien entendu. Dernière petite chose, n'oubliez pas de laver vos bouteilles vides et de découper vos emballages cartonnés comme les briques de lait. Merci. Les encombrants doivent être livrés après rendez-vous au centre de traitement le plus proche. Pour le traitement des déchets des entreprises, maintenant, les sacs poubelles doivent porter un label correspondant au contenu et à la quantité. Un pendant négatif de cette vie en société, c'est que les Japonais, du coup, font toujours attention à pas froisser les autres. C'est la base de la politesse japonaise. On ne veut pas mettre les autres dans l'embarras et on ne veut pas se mettre en avant. Au contraire même, on fait tout pour que les autres se sentent valorisés. En théorie, c'est bien, mais c'est une énorme source de stress pour beaucoup de monde parce que t'oses pas dire ouvertement ce que tu penses, parce que tu dois te rabaisser devant certaines personnes même si t'as raison, c'est chiant, parce que finalement tu es obligé d'avoir 2 personnalités, une à la maison, une dehors. Au Japon, on appelle ça honne et tatemae. Honne, ça veut dire ce que tu penses vraiment. La traduction littérale du kanji, c'est le vrai son. Et tatemae, je pense que beaucoup ont déjà entendu ce mot, c'est ce que tu montres en public. Et littéralement, ça veut dire la façade. Et c'est acquis au Japon que tout le monde a 2 personnalités. Les femmes, pour la plupart, ont même 2 voix différentes. Les japonaises ont une voix téléphone. 作ったんですよ。家で。会社のやつは使えないんでね。すみません、こちらですね、ABC 商事という会社の方にかかっておりまして、そうですか、はい。いえいえ、とんでもないです。 Et même en étant habitué, en faisant ça plus ou moins de manière naturelle, au Japon, tu passes quand même une partie de ta journée à jouer un rôle. Et ça, c'est très fatigant. Certaines personnes, en dehors du Japon, qualifient ça d'hypocrisie. Je suis pas d'accord du tout parce que l'intention est totalement différente. Le but, c'est pas de tromper les personnes ou de se valoriser personnellement. Au contraire, encore une fois, on cherche à mettre ses interlocuteurs à l'aise. C'est totalement autre chose. En fait, c'est la définition même de la politesse, c'est-à-dire un comportement respectueux qui régit la façon d'agir et de parler. Et les Japonais, ils appliquent simplement ça de façon extrême. Vous en avez l'habitude, le Japon, c'est toujours les extrêmes. C'était tellement embarrassant de péter au Japon durant la période Edo que certaines femmes de la haute société avaient une servante qu'on appelait Heioi Bikuni, dont l'un des rôles était de se dénoncer dans le cas où leur maîtresse lâcherait une flatulence en public, particulièrement quand elles étaient présentées à un potentiel époux. Un bon boulot de merde, en creusant au Japon, on arrive toujours à trouver des boulots encore plus cons que les autres. Donc au Japon, la base des interactions entre les personnes repose sur un niveau de complexité dont on n'a pas l'habitude, nous les Occidentaux. D'ailleurs, en tant qu'étranger, on se trouve dans une situation où on n'est pas obligé d'obéir à tous ces codes parce que les Japonais savent que la plupart du temps on les a pas, mais on est quand même obligé de connaître le fonctionnement et les règles, sinon c'est impossible de s'intégrer dans la société. Et c'est pour ça que les Japonais, sur certains points, ont du mal avec les étrangers et l'immigration. J'en parle pas plus parce que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo qui est prévue pour le mois prochain. Je sais que vous voulez savoir, donc si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous, c'est le moment pour le faire. Et pour vous donner envie
de voir cette vidéo. Il y aura également plusieurs histoires de paix rattachées au sujet. Je n'en dis pas plus. Bouche cousue, motus. La société japonaise, vous commencez à comprendre comment ça fonctionne, n'encourage pas les gens à se mettre en avant, à se mettre en valeur. Il faut surtout pas sortir du lot, même si t'es pris en otage à l'autre bout du monde. Eh ben, il y a des gens qui vont t'insulter parce que, quand même, tu fais chier. T'avais qu'à rester à la maison comme tout le monde et pas devenir journaliste. Il faut pas faire de vagues. Dans l'idée de créer une société où les relations entre les personnes sont harmonieuses, et ça marche, hein, on lisse quand même un peu la personnalité des gens. C'est comme s'il y avait un prix à payer. On peut pas avoir l'un sans l'autre. Moi, je vous dis tout de suite, j'envoie mes enfants à l'école avec des chaussures dépareillées et je leur dis tous les jours qu'ils sont spéciaux. Attention, après, le Japon, c'est pas non plus une société de robots froids et sans émotion. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bon, d'accord, ils se serrent pas la main, ils se font pas la bise, mais ils ont quand même inventé le eyeball licking, le fait de se lécher le globe oculaire. Ne faites pas ça chez vous, hein, c'est super mauvais pour les yeux. Plus sérieusement, il faut avouer que les Japonais, dans l'ensemble, ils sont pas très hauts en couleur. Ils sont assez peu doués pour exprimer leurs sentiments et dire ce qu'ils pensent. On a une société qui, d'un côté, est basée sur des relations complexes entre les personnes et qui, de l'autre côté, forge la personnalité de ses habitants dans un sens qui, on a l'impression, ne les aide pas à s'imposer dans la vie. Résultat, plein de problèmes. Le premier étant la solitude des Japonais. Chaque année, 30 000 reclus meurent dans l'anonymat le plus complet. Pas des suicides, des morts silencieuses, dans le secret d'un appartement. Peut-être que vous avez vu passer l'info en début d'année, le Japon vient de créer un ministère de la solitude, parce qu'avec le Covid, ça a encore accentué le problème. Il y a une partie des Japonais qui ont tout simplement abandonné. Ils cherchent pas à avoir des amis, ils cherchent pas à avoir un copain ou une copine. Vous savez que les Japonais ont de moins en moins d'enfants. C'est dû à plusieurs choses, et l'une d'entre elles, c'est que c'est trop d'efforts. Et ça s'améliore pas. C'est un épisode de Black Mirror. Parce que oui, en plus, le gouvernement japonais compte combler l'absence de main-d'œuvre à venir par des robots. Déjà en 2019, avant le Covid, donc, une étude japonaise démontrait que plus de 500 000 Japonais de 15 à 39 ans et plus de 600 000 Japonais de plus de 40 ans vivaient en retrait complet de la société. Tout à fait, cela s'appelle ikikomori, cela veut dire en japonais se retirer, se retrancher à l'intérieur de soi-même. Et c'est tellement fréquent que la société s'est adaptée. La simple action d'aller manger au restaurant, par exemple, d'aller manger seul, c'est plus facile au Japon parce que t'as des comptoirs, t'as des tables pour une personne. Il y a des endroits où tu peux louer une peluche, où t'as des peluches sur place pour manger avec. Ça reste un petit peu bizarre, même au Japon, mais moins au Japon qu'ailleurs. Au Japon, la solitude, c'est souvent considéré et traité comme un problème, mais pour ceux qui vivent ça, généralement, c'est un choix, c'est un mode de vie, et parmi ceux-là, on trouve ce qu'on appelle les herbivores. C'est des personnes qui sont, je veux dire, pas motivées par la vie, en fait. Ils ont pas d'appétit sexuel, mais au-delà de ça, ils ont pas d'ambition professionnelle, par exemple. C'est pas juste lié au sexe, c'est un manque de passion et de volonté de s'épanouir dans la vie. Il y en a de plus en plus, et c'est un vrai sujet. Et puis, il y a ceux qui sont bloqués, hommes ou femmes, soit par un problème de communication, soit par la peur de l'échec, la honte d'être rejeté. Rappelez-vous, il y a quelqu'un qui s'est suicidé pour un prout, quand même. Certains, évidemment, essayent de monter un business autour de ça. Il y a des cours, il y a des académies pour vierges. Un gars avait fait le buzz aussi il y a quelques années en montant une entreprise à Tokyo pour dépuceler les femmes qui voudraient sauter le pas sans avoir à chercher un partenaire. C'est le genre d'initiative qui fait un petit peu sourire, mais qui va pas régler le problème. Et au contraire, c'est ce que je disais, c'est de pire en pire. Attention quand même, il y a beaucoup de monde qui amplifie le problème. Je suis tombé sur de nombreux articles sur internet qui disent que 40% des moins de 35 ans sont vierges. C'est un chiffre qu'on voit partout et que moi-même je pensais pour vrai, mais c'est faux. Ce chiffre fait référence à une étude japonaise qui dit que 40% des moins de 35 ans qui ne sont pas mariés, donc au final peut-être 20% de la population, sont vierges, ce qui reste beaucoup et encore une fois en augmentation, mais c'est pas quand même presque une personne sur deux, n'exagérons pas. Alors pourquoi, me direz-vous, ça arrive maintenant ? Excellente question. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui expliquent ça. Évidemment, c'est jamais un sujet facile, vous vous en doutez. Déjà, avant, il y avait des mariages arrangés. Donc ça réglait une partie du problème. Mais au 21e siècle, au Japon, ça se passe plus vraiment comme ça. Et puis le gros problème, c'est que dans l'histoire du Japon, et même encore maintenant dans une certaine mesure, la place des hommes par rapport aux femmes est là, dans l'esprit des gens. Mais le truc, c'est qu'au 21e siècle, les femmes, elles travaillent, elles sont indépendantes, elles voyagent, elles choisissent leur partenaire. Et ça, la plupart des mecs, ça les intimide, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Donc n'importe quelle femme qui va avoir un bon boulot, un peu de confiance en elle, qui aura habité à l'étranger, qui sera un petit peu plus grande que la moyenne,
elle va les mettre en PLS. Et tout ça est accentué par le fait que ces dernières années, les hommes ont perdu pas mal de puissance financière et avec ça, ils ont perdu encore plus de confiance. Dans la dernière vidéo sur l'argent au Japon, je vous disais à quel point l'attente en matière de salaire était assez élevée chez les femmes. Et du coup, ça n'encourage pas non plus les hommes à faire le premier pas. Encore une fois, attention, au Japon, tout le monde n'est pas sexiste, etc. C'est une tendance globale. En tout cas, ça contraste pas mal avec la société hyper sexualisée qu'est le Japon, avec les hentai, les sextoys, les idoles, la pornographie. Et c'est parce que c'est ça, il faut bien compenser, il faut bien s'enlever de la frustration quelque part. On règle pas les problèmes, mais on s'adapte. Du coup, il y a tout un tas de services qui viennent pallier au manque affectionnel des Japonais. C'est souvent choquant quand on voit ça avec un œil d'étranger. Je pense notamment à la possibilité de louer un ami, Rental Furendo. C'est pas extrêmement répandu, mais il y a quand même plusieurs compagnies qui proposent ce service, par exemple pour 12 000 yens les 3 heures, plus tous les frais que ça engendre à côté. On peut choisir un profil en fonction de son sexe, son âge, son style, son dressing code. Il n'y a pas forcément de connotation sexuelle là-dedans. Non, il y a plein d'autres services pour ça. Trop peut-être. Le but, c'est juste d'être accompagné, par exemple, à un dîner de famille ou à une réunion entre amis, de sortir à Disneyland ou de faire un resto sans être seul. Voilà, des bails comme ça. Après, beaucoup plus fréquent, les hommes achètent la compagnie de femmes, enfin certains hommes, pour sortir au resto, parfois entre collègues pour des soirées. Et ça, c'est pas vraiment mal vu au Japon, encore une fois, c'est même pas forcément avec des arrière-pensées, ça dépend des services auxquels tu fais appel, et c'est pas non plus que des hommes qui font appel à des femmes, il y a aussi des femmes qui recherchent la compagnie d'hommes moyennant financement. Rappelez-vous, si vous les avez vus, les vidéos sur les hôtesses et les hostes au Japon, et ça c'est juste une toute petite partie évidemment des services qu'on trouve au Japon, c'est incroyablement diversifié. Quelques exemples, parce qu'on va pas se priver, vous connaissez les maids café. Eh bien, savez-vous qu'il existe aussi les maids opticiens, par exemple, ou les maids nettoyage d'oreilles. Un endroit où tu vas te faire nettoyer les oreilles par des filles en soubrette. Il y a un endroit où tu peux louer des filles juste pour dormir la tête sur leurs jambes. Voilà, il y a plein de services comme ça qui vont de trucs très soft aux trucs hardcore. La place de la femme dans la société japonaise maintenant. Non, on verra ça plus tard, c'est un sujet, vous avez compris, qui va prendre beaucoup de temps. Pendant que j'étais en train d'éditer cette vidéo, vous avez été plusieurs à m'envoyer sur Twitter l'adresse de ce site japonais qui permet depuis quelques semaines de louer un gros. C'est le nom du site, Debukali, louer un gros. Dans la plupart des grandes villes du Japon, on peut maintenant louer une personne qui pèse plus de 100 kilos pour sortir, manger, danser, faire de la magie pour certains. Enfin, il y a toutes sortes de gros, quoi. Dit comme ça, j'ai conscience que les Japonais peuvent passer pour des dérangés. N'oubliez pas déjà que c'est notre culture et surtout ne généralisons pas. C'est quelques services faits pour certaines personnes. Et ensuite, c'est pas forcément mieux ailleurs. N'oubliez pas que vous allez sur Twitch à n'importe quelle heure et vous allez voir des dizaines de milliers de personnes en train de regarder des filles en maillot de bain qui pataugent dans une piscine en plastique. Et je dis ça totalement au premier degré, c'est même tellement répandu que Twitch a ouvert une catégorie spéciale juste pour ce genre de vidéos. Donc les gens qui payent parfois beaucoup pour avoir un semblant de compagnie et d'affection, c'est pas unique au Japon. Et d'ailleurs, j'ai été surpris de tomber sur les chiffres de la solitude en France en faisant des recherches pour cette vidéo. Il y a des études sur le sujet et apparemment, plus d'un Français sur 10 se dit isolé. Ça a encore évidemment beaucoup augmenté avec le Covid, mais même avant ça, c'était pas ouf. Alors évidemment, c'est la faute des jeux vidéo. non, je déconne. On sait pas, en fait, vraiment pourquoi les gens sont de plus en plus isolés dans le monde, mais j'ai l'impression que la solitude, c'est vraiment la maladie du 21e siècle. Le 20e siècle, c'était tout le monde a mal au dos. Maintenant, c'est tout le monde se sent isolé. Juste à côté de Tokyo, il y a la préfecture de Chiba. C'est à une station de train de chez moi. Au 16e siècle, elle était contrôlée par le samouraï Chiba Kunitane. Un jour, il a réprimandé son valet qui avait osé lâcher des flatulences 2 fois devant lui et en public. La première fois, c'est passé limite, mais la deuxième fois, Kunitane, il a pété un câble, il a même failli tuer le gars sur place. Après quelque temps, le chef de clan, il a pardonné son serviteur qui a repris son travail, etc. C'est une histoire que j'ai lue il y a quelques jours sur Sola News. Seulement voilà, le serviteur, il a été déshonoré en public et il a mal supporté ça. Il a été réprimandé violemment devant tout le monde pour avoir simplement pété. Donc il s'est vengé. Il s'est vengé en assassinant son chef de clan durant son sommeil. Chiba Kunitane donc meurt à 28 ans en laissant pour seul héritier son fils de 10 ans. Le fils qui était trop jeune pour reprendre le pouvoir qui a été transmis à quelqu'un d'autre. Et au final, ce qui a marqué la fin d'un des clans les plus puissants du Japon, c'était un P de trop. Un P a littéralement changé le destin de tout le Japon. Que les célibataires fassent abstinence, pourquoi pas? Mais les couples,
c'est encore autre chose. Les hommes et les femmes vivent séparément au Japon, dans la société en général, j'entends. Les hommes sortent entre hommes, les femmes sortent entre femmes, et c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui, mais quand même, l'image de la femme qui reste à la maison et qui s'occupe des enfants versus l'homme qui part travailler et qui rentre tard le soir est encore très présente au Japon. Les tâches ménagères ne sont absolument pas réparties de manière égale dans, je pense, 99% des couples japonais. Chez moi, quand je fais la vaisselle ou la lessive, toutes les amies d'Akiko qui passent à la maison se demandent comment c'est possible. Mon Dieu, il remplit un bac à glaçons, mais quel homme exceptionnel! Et cette séparation, elle se retrouve naturellement au sein des couples qui vivent pas au même rythme, qui ont plus les mêmes cercles d'amis, qui ont plus les mêmes centres d'intérêt, bref, il n'y a pas assez de complicité, même parmi ceux qui s'entendent bien, c'est souvent monotone, sans passion. Pas mal d'hommes après le boulot ne rentrent même pas à la maison, ils vont boire un coup avec leurs collègues, ils vont dans des salles d'arcade. Depuis le Covid, même comme il y a pas mal de trucs fermés, on en voit qui restent dans leur voiture pour jouer sur leur smartphone avant de rentrer chez eux. Bref, ça manque de passion. D'après les sondages, la moitié des couples mariés sont sexless, comme on dit en anglais. Les femmes disent qu'elles perdent l'intérêt et les hommes, ils sont trop fatigués après le boulot ou trop stressés à cause du boulot. Conséquences nombreuses, moins de naissances dans le pays, explosion des ventes de sextoys, il se vend un tenga tous les 4,5 secondes au Japon et beaucoup d'infidélité, beaucoup de prostitution. Là encore, ça encourage le business de la solitude, les salons de massage, les soplandes, etc. Là aussi, il y a encore matière à faire une vidéo, tellement il y a de trucs à dire. Je pense que dans beaucoup de couples, il y a un genre de convention au Japon. La femme sait très bien que quand le mari part en voyage d'affaires, il va aller faire un tour au bordel, parfois même avec ses collègues, et tant que personne n'en parle, tout va bien. De toute façon, c'est plus facile que de divorcer. Encore que le taux de divorce a pas mal augmenté au Japon, c'est à peu près 35% des couples mariés qui divorcent maintenant. C'est pas beaucoup comparé à la France où je crois on est à 55%, mais c'est beaucoup comparé à il y a quelques générations en arrière où c'était zéro au Japon, les gens ne divorçaient pas. Maintenant qu'on a dit tout ça, passons au niveau 2 de complexité, le monde de l'entreprise. En fait, c'est tout ce que je viens de vous dire, mais pire. Le japonais, c'est une langue très facile à apprendre, avec des mots qui sont objectivement faciles. Mimi, hana, kuchi, mais... Bon. Mais est-ce qu'ils t'ont pas inventé 3 niveaux de politesse différents? En français, t'as le tutoiement et le vouvoiement. Eh ben, en japonais, c'est comme si t'avais 3 sortes de vouvoiements différents. Juste pour dire, excusez-moi, on va te sortir des phrases de barbares genre « Makoto ni moshiwake gozaimasen deshita » avec la petite inclinaison, tu vois, qui change aussi en degrés et en durée en fonction du niveau de politesse. Et ben dans le milieu du travail, c'est ça. Tu dois connaître ton niveau dans l'entreprise et en fonction des personnes à qui tu parles, tu ajustes ton niveau de politesse, ta façon d'agir, etc. Il y a une hiérarchie super stricte au sein de l'entreprise qui fait que, politesse japonaise ou pas, quand t'es en dessous, tu fermes ta gueule, t'es une merde. Hein. Et bien sûr, pour les femmes, c'est plus dur d'accéder au poste à responsabilité, c'est elles qui vident les poubelles. Only 4% of the managerial positions are held by women in Japan, compared with 9% in China and 17% in the US. Vous avez compris. Je caricature, hein, parce que toutes les entreprises, évidemment, sont différentes, mais c'est quand même un peu, voire carrément ça dans beaucoup d'endroits. J'ai envie de dire, surtout dans les grandes boîtes, mais pas que. Des fois, je vais chez le dentiste ou chez le médecin et je les vois traiter les infirmières comme de la merde devant leurs patients et c'est malaisant au possible. Encore une fois, hein, c'est pas toujours ça, mais même rien que de temps en temps, c'est déjà trop. Ici au Japon, quand il y a ce genre de comportement, on parle beaucoup de vieux Japon ou vieille façon de penser. Parce qu'en fait, ça choque pas que moi, hein, ça choque de plus en plus de Japonais aussi. D'ailleurs, le monde du travail change petit à petit au Japon. Il y a trop de problèmes que les nouvelles générations supportent de moins en moins. Ce que je viens de vous décrire, les subalternes qui sont traités comme de la merde, ça s'appelle Pawahala, c'est le diminutif de Power Harassment. Je pense que c'est un terme qui a été inventé au Japon. C'est une forme de harcèlement que tu peux subir au boulot, comme il y a aussi le harcèlement sexuel qui est encore beaucoup trop présent au Japon. Le Sekuhara, les heures de travail qui sont interminables. Tout ça, c'était plus ou moins accepté sans broncher au siècle dernier, mais ça commence à péter les couilles et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui s'isolent de la société. C'est pour pas rentrer dans un monde du travail comme ça. Tout ça pour dire que les relations au sein des entreprises typiques japonaises sont quand même souvent très stressantes. En conclusion, j'ai dit beaucoup de trucs négatifs aujourd'hui, mais il faut quand même modérer ça. Le Japon, c'est pas mieux ou moins bien qu'ailleurs, c'est différent. Tout est articulé autour de règles qui, dans l'ensemble, fonctionnent bien. Objectivement, c'est très agréable de vivre au Japon. Si tu prends le train ou le bus, les gens vont attendre en file indienne, ils vont laisser sortir les passagers, ils vont rien dégrader, ils vont pas faire de bruit, c'est super agréable. Mais à côté de ça, pour se lever et laisser sa place à une personne âgée, il n'y a plus personne. Donc on obéit aux règles, mais on fait pas l'action supplémentaire qui va faire que on aide les gens.
Au Japon, tu as vraiment tout qui est encadré. Dès que tu veux acheter quelque chose, signer un papier, il y a une organisation au milieu. Par exemple, tu veux louer un appartement, tu veux acheter une voiture d'occasion, il y aura une agence. Tu as un accrochage en voiture, tu peux pas faire de constat à l'amiable. Il faut obligatoirement que tu appelles la police. Il y a tout le temps quelqu'un au milieu. Et au final, ça c'est vachement bien. Ça évite énormément de problèmes. Tout est laissé à des professionnels, il y a des assurances, etc. Ça facilite la vie. Mais aussi, d'un autre côté, tout est plus lent. Et tout est plus cher. Donc il y a toujours un pendant comme ça, c'est toujours une histoire de balance. Autre exemple, dans un souci de pas fâcher les gens, dans un souci d'harmonie, les gens abordent pas certains sujets et du coup les conversations sont souvent pas très intéressantes, pas très animées. Tout comme au final peuvent devenir les relations entre les gens. Donc il y a moins de conflits, mais il y a moins de passion. Encore une fois, un point positif, un point négatif. En fait, c'est toujours beaucoup plus facile, mais aussi beaucoup plus difficile de vivre au Japon. Pour moi qui adore le Japon, vraiment je suis très content d'habiter ici et je me plains pas du tout. Il y a un environnement qui est à la base exceptionnel, tout fonctionne bien, c'est agréable, les gens sont gentils, les paysages sont magnifiques, la bouffe est bonne. Mais pour être ici heureux, il faut quand même qu'il y ait des conditions à respecter. Il y a 2 conditions à mon avis à respecter. Le premier, c'est qu'il faut que tu aies un boulot dans lequel tu es épanoui. Il faut que tu te sentes bien dans ton travail, qu'il y ait des conditions qui font que tu sois bien entouré, pas 3 heures de train de chez toi, pas sous-payé. Il faut pas que ton travail soit une trop grosse source de stress en fait. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que tu sois entouré de gens avec qui tu peux être naturel, qu'il n'y ait pas de filtre, que tu puisses dire ce que tu penses. Parmi les Japonais aussi, il y a énormément de gens qui sont ouverts d'esprit, qui ont habité à l'étranger, qui sont super intéressants, qui font des trucs de fou. Il faut juste chercher et trouver les bonnes personnes et c'est en faisant des trucs qu'on les trouve ces personnes. Donc bientôt la vidéo sur comment les Japonais voient les étrangers. Franchement, ça va être très intéressant, je pense, comme vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire. Ne la loupez pas.